Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme vous le savez déjà, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, votre humble serviteur Francis à la présentation. Et une fois de plus, je suis accompagné de mon acolyte du jour, Christian. Bonjour, bonsoir Christian. Salut Francis. Comment vas-tu, champion? Ça va, quelques semaines avant le retour des grands championnats. On a hâte. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons donc revenir sur l'actu du mercato. Il y a plusieurs transferts qui sont en train de modifier la planète football. Par la suite, nous aurons le débat du jour qui sera une fois de plus consacré au feuilleton Vinicius Junior et le Real Madrid, car le Real Madrid a officiellement mis Vinicius Junior en vente. Est-ce que vous pensez que c'est un coup de pression ou alors une erreur monumentale du club merengue? Et enfin, nous aurons notre nouvelle rubrique consacrée au top 5 des meilleurs joueurs par poste pour la saison 2024-2025. Ouais, allons-y. D'accord, c'est parfait. Alors, le mercato bat son plein et l'un des derniers transferts qui était attendu, c'est bel et bien l'arrivée du joueur colombien de Liverpool, Luis Diaz, qui signe au Bayern de Munich. Christian, est-ce que cette arrivée de Luis Diaz permet au Bayern de Munich d'avoir dans son ossature un joueur de classe mondiale? Ouais, effectivement, on connaît les qualités de Luis Diaz. Il est un joueur confirmé de la Première Ligue. Je crois que c'est du gagnant-gagnant et avec le départ de Laura Sané, la blessure de Musiala, un Gnabry qui n'a pas été très convaincant, qui n'a pas été très constant. Je pense qu'il apportera beaucoup dans le secteur offensif des Bavarois. Effectivement. A contrario, est-ce que tu penses que c'est le départ de Luis Diaz constitue une grosse perte pour les Reds de Liverpool? Oui, c'est vrai que c'est vraiment une très grosse perte. J'espère qu'ils pourront la combler avec une très bonne arrivée, que ce soit Isaac, que ce soit Rodrigo, mais j'ai une préférence pour les deux, Isaac et Rodrigo, parce que il y a aussi le départ attendu de Darwin Nunez, de Chiesa, donc ça laissera encore beaucoup de place à le secteur offensif qu'il faudra combler. Effectivement. Alors, tu fais bien d'en parler car le transfert de Luis Diaz vers le Bayern de Munich acte le fait qu'il faut donc un remplaçant, vu que sur la ligne offensive, même si elle est déjà assez pléthorique avec la présence de Cody Gakpo, de Hugo Ekitike ou encore de Moussa, va bien falloir remplacer Luis Diaz vu le nombre de matchs qu'il y a dans la saison. Et vu que Arnaud Slot avait émis l'idée que il puisse avoir des remplacements, c'est-à-dire des nouvelles recrues sur chaque position, là on a vu Hugo Ekitike sur le plan offensif, on a eu Florian Wirtz sur le plan mi-offensif et du milieu de terrain, on a eu Jérémy Frimpong et Kerkez. Normalement, il reste une recrue pour la défense centrale, en l'occurrence par rapport au potentiel départ d'Ibrahima Konaté pour éviter ce qui s'est passé avec Trent Alexander-Arnold. Christian, j'ai l'impression que le FC Liverpool va devoir choisir entre Alexander Isak et le Brésilien Rodrigo. Selon toi, lequel Entre qui et qui? constituerait entre Alexander Isak et Rodrigo, le joueur du Real Madrid? J'ai de la peine à croire qu'ils feront les deux. Parce que là, il faudra dépenser. Je pense qu'ils feront les deux. D'accord, toi tu penses qu'ils feront les deux? Ouais. En plus de Marc Guéhi, parce qu'ils ils sont sur les tablettes de Marc Guéhi, et je crois savoir que Crystal Palace demande à peu près 50 millions d'euros. Pour ce qui est de Alexander Isak, nous sommes dans les plus de 130 millions d'euros, et Rodrigo, son prix FX à 90 millions d'euros. Donc, tu es en train de me dire que pour ta part, ils feront au moins les deux, Isak et Rodrigo. Moi, je pense que c'est possible. Et d'après des informations de Fabrizio Romano, ils ont encore 300 millions à dépenser. Parce que n'oublions pas qu'il y aura aussi beaucoup de départs. Donc,
Qui dit beaucoup de départs, dit aussi beaucoup d'arrivées. Donc, je pense qu'avec les départs, comme j'ai tout à l'heure eu expliqué, de Isaac, Darwin Nunez, Luis Diaz, bah, ça laisse entrevoir beaucoup de recrues pour les combler. Donc, je pense pas qu'il pourra y avoir un quelconque problème au niveau du fair play financier. Donc, moi, c'est ce que je pense. D'accord. Perso, concernant la question initialement posée, moi je pense que Liverpool devrait beaucoup plus se concentrer sur Alexander Isak. Déjà parce que c'est un joueur Première Ligue, voilà. C'est un joueur confirmé en Première Ligue. C'est l'un des meilleurs attaquants actuellement dans les 5 grands championnats réunis. Je suis sûr, quand je vois sa manière de jouer, que ce sera beaucoup plus facile pour lui de s'acclimater au football du FC Liverpool par rapport à Rodrigo. Rodrigo, il a certes potentiellement beaucoup plus de talent, mais n'oublions pas que c'est un joueur brésilien. Et les joueurs brésiliens, indépendamment du talent, il faudrait aussi que l'environnement qui sont autour d'eux soit réuni pour qu'ils puissent faire de très bonnes performances. Je connais très peu d'attaquants brésiliens qui ont réussi dans le championnat d'Angleterre. De mémoire, franchement, quand je réfléchis, je connais très peu d'attaquants brésiliens qui ont vraiment réussi dans le championnat d'Angleterre. N'oublions pas qu'en dehors, hormis le fait que Liverpool soit un grand club, il faudra aussi regarder la vie en Angleterre, le climat en Angleterre qui n'est pas toujours évident. Et j'ai de la peine à croire que Rodrigo va réussir. Je sais pas que je pense qu'il ne réussira pas, mais je pense que entre les deux, celui qui peut le plus, comment je peux dire, ne pas performer, c'est Rodrigo. D'une part, parce que lui, il doit se relancer, parce qu'il sort d'une saison assez moyenne avec le Real Madrid, et d'autre part, parce qu'il doit s'acclimater, pardon, non seulement à son nouveau club, mais en plus à son nouveau pays. Ce qui n'est pas le cas d'Alexander Isaac, dont je suis sûr qu'il connaît déjà le pays d'Angleterre, il connaît déjà le système de jeu de défense anglaise, la manière de jeu des Anglais. Donc, je pense que lui, en termes d'adaptation, sera beaucoup plus rapide que Rodrigo, vu que le coach a émis le souhait d'avoir aussi un défenseur en cas de départ d'Ibrahim Konaté, soit cet été, en fonction de s'il prolonge ou pas, ou alors l'été prochain. Même si Konaté reste, ils ont toujours leur chiffre de prendre Marc Guy, défenseur de Crystal Palace à près de 50 millions, je crois. Donc, comme j'ai dit, ils ont besoin de doublons. Après, pour ce qui est de Rodrigo, bien entendu, tout comme Ekitike, tout comme même, par exemple, que ce soit Frimpong, que ce soit Florian Wirtz, ils auront besoin d'un temps d'adaptation parce que c'est pas le même championnat. Ils vont le découvrir, ça c'est clair. Contrairement à Isaac. Maintenant, après, je pense pas que s'il fallait faire un choix entre Rodrigo et Isaac, je crois pas que Isaac jouera sur le côté gauche. Je pense pas Non, qu'il viendra à je Liverpool veux pour dire être par là, ailier. ils peuvent bien jouer avec Cody Gakpo sur le côté gauche. Parfois, Oui, c'est vrai. voilà, ça s'est fait. C'est vrai. Il jouait très souvent, il était en balotage favorable ou en concurrence avec Luis Diaz. Maintenant, les joueurs que tu as cités, à la fois Florian Wirtz, Frimpong ou encore Hugo Ekitike, ce sont des Européens. Par contre, les Brésiliens, ils sont très familles, voilà, comme tu le sais. Donc, ils ont besoin de se plaire là où ils vont pour pouvoir donner le plein potentiel Ouais. de leur talent. C'est pour ça que j'ai une petite crainte vis-à-vis de Rodrigo. S'il sortait d'une saison où il était en pleine performance avec le Real Madrid, j'aurais moins de crainte. Mais vu qu'en termes de performance, ça n'a pas été très brillant l'année dernière, encore plus le fait que c'est un nouveau pays, avec l'environnement qui est celle des Brésiliens, je me pose des questions. Maintenant, il est indéniable que si on se base uniquement sur le potentiel, euh, s'il peut faire les deux, tous les jours, il doit faire les deux. Moi, je pense que côté gauche, on pourra y avoir Rodrigo ou un autre ailier et Gakpo. Dans l'axe, Isaac ou Ekitike. Sur le côté gauche, l'indéboulonnable Mohamed Salah ou alors Elliott. Dans l'axe, on a Florian Wirtz ou Szoboszlai avec McAllister. Donc, il veut doubler tous les postes en fait. Et moi, c'est ce que je pense et c'est aussi une très bonne idée parce que il y aura tellement de matchs au cours de la saison que ça sera vraiment essentiel. Et je pense que c'est pour cela que Manchester City a aussi fait pareil, même si actuellement ils ont envie de libérer parce qu'il y a beaucoup de personnes à certains postes et ils ont besoin de libérer de la place. Donc, tous les clubs en font autant. C'est pour ça que même au niveau du Barça, par exemple, ils ont recruté le jeune ailier
du FC Copenhague, aussi ce gaucher. Donc je crois que ça sera aussi pour opposer un petit peu Lamine Yamal par exemple, qui a enchaîné, qui ne cesse d'enchaîner les matchs au FC Barcelone. Donc je crois qu'à ce niveau, voilà. D'accord, mais selon toi, hormis le fait qu'il y a une possibilité qu'effectivement ils puissent recruter les deux, laquelle des deux recrues, pour l'instant, lorsque tu regardes l'effectif de Liverpool, en l'occurrence entre Rodrigo et Isaac, laquelle des deux recrues, selon toi, est la plus indispensable actuellement? Non, c'est clair que c'est Isaac. Il leur faut un pur neuf, il faut un attaquant confirmé, surtout qui a fait ses preuves en première ligue. Moi, je pense que Rodrigo, il a du talent potentiel énorme, mais sachant que le Real de Madrid reste son choix numéro un, venir à Liverpool sera un petit peu difficile pour lui. Donc, il faudra qu'il puisse s'adapter, la ville, le championnat, ça sera difficile. C'est comme Messi, par exemple, à Paris. Donc, championnat, la Ligue 1 est en dessous de Messi, mais les premiers mois ont été compliqués parce que lui aussi, par exemple, son premier choix était de rester à Barcelone. Mais avec ce changement qui s'est fait à Paris, ça n'a pas été ça n'a pas été une bonne réussite pour lui, surtout au début. Donc, l'acclimatation n'est pas évidente, surtout quand il y a tous ces changements en effet. Donc, pour moi, c'est Isaac. Isaac pour moi la préférence, bien entendu. D'accord, tu as dit que les premiers mois de Léo Messi au Paris Saint-Germain n'ont pas été évidents. Je ne sais pas s'il y a des mois qui se sont bien passés en 2 ans. Je pense que durant les 2 ans, Léo Messi au PSG, voilà, c'est pas le vrai Léo Messi qu'on a vu. Une fois que je dis ça, c'était juste une parenthèse. Un autre feuilleton qui se termine, c'est l'arrivée de Victor Gyökeres au Gunners d'Arsenal, qui a signé un contrat et qui a coûté la bagatelle d'à peu près 73 millions d'euros. Christian, est-ce que selon toi, l'arrivée de Victor Gyökeres symbolise la pièce maîtresse qui manquait à Arsenal pour franchir un palier? Non, pas du tout. Je crois que c'est même un trop pari pour eux. Je crois que ça serait un très grand défi pour Gyökeres de quitter le championnat portugais pour la première ligue. C'est vrai qu'avant, il avait joué à Brighton, mais il n'était pas titulaire. Donc, à 27 ans. Reste à voir si il pourra s'acclimater rapidement. Pour moi, la meilleure option reste toujours Gabriel Jesus. Mais malheureusement pour lui, il a toujours eu quelques pépins physiques. Donc, je comprends qu'Arsenal ait voulu un autre numéro 9, un bon buteur. Maintenant, reste à voir s'il pourra rapidement s'acclimater. Ça sera vraiment un défi pour lui. Mais bon, n'oublions pas qu'il y en a d'autres qui ont réussi à s'intégrer très rapidement, que ce soit Isaac, Haaland. Donc, voilà. Il peut y avoir des réussites comme des échecs. Donc, je pense qu'il montrera de belles choses. On attend de voir. Mais pour moi, jusqu'à présent, pour moi, ce n'est pas la plus belle recrue d'Arsenal. Pour moi, la meilleure recrue d'Arsenal actuellement, pour moi, ça reste Zubimendi, qui va parfaitement remplacer un Thomas Partey avec ses problèmes personnels. Il fallait vraiment trouver un bon remplaçant. Donc, pour moi, c'est la meilleure des recrues actives actuellement du côté des Gunners. D'accord, je partage ton point de vue sur Zubimendi, mais perso, je crois que la venue de Gyökeres, c'est une très bonne recrue pour les Gunners d'Arsenal. Je crois que c'est les meilleurs attaquants qu'ils ont recrutés depuis le départ d'Aubameyang. Je tiens juste à préciser que même s'il vient de la Superliga portugaise, il reste sur 97 buts, toutes compétitions confondues, sur les 2 dernières saisons. Lors de la Oui, saison... mais excuse-moi de te couper, mais on a eu quelques flops de beaucoup de joueurs qui sont sortis du championnat portugais et qui ont mis beaucoup de buts. Je peux te parler de Gonzalo Ramos, je peux te parler de Darwin Núñez, je peux te parler récemment de João Félix qui est parti à Nasser, qui n'a jamais pu s'imposer en Europe. Donc tu comprends que voilà, marquer beaucoup de buts au championnat portugais ne signifie pas forcément que tu pourras t'imposer dans les grands championnats. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je ne pense pas que les joueurs que tu as cités ont marqué la bagatelle de 97 buts sur 2 saisons d'affilée. Parce que là, il est sur 49 matchs pour la saison 2023-2024 avec 43 buts pour le Sporting et 13 passes décisives. Pour la saison 2024-25, 52 matchs, 54 buts
et 12 passes décisives, ce qui fait la bagatelle de 97 buts sur Et je les n'ai 2 pas les dernières stats saisons. de Gonzalo Ramos et de Darwin Nunez, mais je suis prêt à parier qu'ils ne sont pas très loin. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Darwin Núñez, ce qui a fait sa force, c'est que déjà, ils ont éliminé Liverpool. Et je me souviens qu'il avait marqué, si je ne m'abuse, un doublé ou un triplé lors du match aller ou du match retour. Et je ne pense pas qu'il était le seul avant-centre de Liverpool. Je crois savoir qu'il y avait d'autres attaquants à ses côtés quand il était à Liverpool. Gonzalo Ramos, il était en concurrence et en ballottage favorable avec Kolo Muani, dont il y avait la concurrence. Lui, quand même, il vient dans une équipe où il sera vraisemblablement l'avant-centre titulaire. La preuve, ils lui ont remis le numéro 14. Ça prouve que Arsenal veut absolument qu'il soit dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, je ne pense pas que ça sera un gage de réussite, mais j'ai l'impression que depuis le départ d'Aubameyang, je ne me souviens pas qu'Arsenal ait pris un attaquant avec de telles statistiques. La dernière fois qu'ils ont pris un attaquant qui avait des stats beaucoup plus intéressantes que lui, c'était justement Pierre-Emerick Aubameyang. À part ça, que ce soit Gabriel Jesus ou encore Kai Havertz, il n'avait pas les stats de Victor Gyökeres. Maintenant, ça va nous prouver si justement sortir du championnat portugais peut te permettre d'exceller ailleurs ou pas. On a des exemples contraires. Tu as cité Darwin Núñez ou encore João Félix, mais il y a des exemples aussi qui ont réussi. Je prends le cas de João Neves, de Vitinha, même si c'est pas le même poste. On peut bien Pas le venir même au poste. championnat portugais et exceller et réussir aussi en Europe. De toutes les Non, manières, c'est vrai, sauf qu'on n'a pas de buteur. oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu ne peux pas savoir si Gonzalo Ramos, dans un club où le coach lui donne la place titulaire en pleine confiance, tu ne peux pas savoir s'il va exceller. On est bien d'accord qu'au Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne fonctionne pas comme la plupart des coachs. Voilà, donc tu ne peux pas savoir ce que ça aurait donné s'il avait été titulaire indiscutable ailleurs, dans un autre club, vu que je veux pas Ah critiquer. oui, mais bon, après, c'est aussi le même débat que j'avais eu avec un collègue, comme quoi, pourquoi mettre Cristiano Ronaldo en avant-centre au Portugal et pas un autre? Mais je suis tenté de dire que c'est pas comme s'il y avait un autre neuf au Portugal qui faisait mieux que Cristiano Ronaldo. Donc voilà, J'ai pas je vois compris. une pense toujours. Comme avec un collègue, il débattait sur le fait que pourquoi laisser Cristiano Ronaldo en tant que numéro 9 au Portugal? Mais j'ai pas Je lui ai fait comprendre que c'est pas comme si il y avait mieux que lui en pur numéro 9. Gonzalo Ramos, il avait fait une très belle Coupe du Monde en marquant, je crois, un triplé ou un quadruplé, et plus rien. Par la suite, plus Oui, rien. mais Donc, si tu me demandes, par voilà. exemple, entre Gonzalo Ramos et Victor Gyökeres, au moment de son départ de leur club respectif qui est le plus impressionnant, je suis désolé, c'est Victor Gyökeres tous les jours. Je suis désolé. On est Gonzalo d'accord. Ramos, son seul fait d'arme, c'est d'avoir marqué son quadruplé en Coupe du Monde. C'est ça qui lui a donné le vent en poupe. Mais quand tu regardes dans les stats, Gonzalo Ramos, qui je précise a remplacé Darwin Núñez, quand tu regardes dans les stats, que ce soit Darwin Núñez ou Gonzalo Ramos, en tout cas on le vérifiera, je pense que Victor Gyökeres est un meilleur attaquant lors de ces 2 dernières saisons que les 2 autres. Maintenant, reste à savoir s'il va réussir à s'acclimater et à pouvoir se synchroniser au football prôné par Michael Arteta. Alors, si de son côté, Arsenal a réussi à avoir une nouvelle venue, n'en demeure pas moins qu'il y a des joueurs qui sont plébiscités par d'autres clubs. Il s'agit en l'occurrence du défenseur central des Gunners d'Arsenal, à savoir Saliba, qui arrive à fin de contrat en 2027, voilà, et qui est très courtisé par le Real Madrid. Et il s'agit aussi d'Ibrahima Konaté du côté de Liverpool, qui est plébiscité par le Real Madrid. Lui, Konaté, son contrat expire en 2026 et ils ont envie de faire avec Konaté une Trent Alexander-Arnold ou alors une Kylian Mbappé. Décidément, le Real ne veut pas dépenser. Selon toi, Christian, est-ce que le Real Madrid devrait beaucoup plus miser sur Ibrahima Konaté ou alors il devrait plutôt patienter pour avoir William Saliba? Je pense qu'il devrait patienter pour avoir Saliba. Je pense que Konaté est plus une opportunité qu'autre chose. C'est une opportunité qu'il y a pour que, voilà, mais après, ils ont déjà même pas mal de jeux sur le secteur défensif. Parce que prendre Konaté savait libérer à la barre, Raoul Asensio,
Rudiger, qui d'autre encore? Militao. Oui, ça fait déjà 4 défenseurs centraux. Dinarisen qui vient d'arriver. Lui, il vient d'arriver, donc je vais pas le compter. Donc, il y a 4 défenseurs centraux. Après, c'est vrai que pour certains, ils sont assez vieillissants. Je crois qu'il y aura même qui sont en fin de contrat. Bon, pourquoi pas, mais pour moi, il y a d'autres priorités. C'est pas le secteur défensif qui est la priorité, en tout cas pour ma part. Donc, D'accord. et après Konaté, bon, c'est un très bon défenseur, mais après, je le trouve pas assez, voilà. D'accord, je te rejoins parfaitement. Moi, je pense que si le but c'est de prendre un défenseur central, vaut mieux faire avec ce qu'il y a, voilà, et patienter si c'est possible pour William Saliba, moins que qu'il prolonge Arsenal, parce que je pense qu'actuellement il fait partie des meilleurs défenseurs centraux actuellement, et Ibrahima Konaté, c'est vrai qu'il est performant, mais j'ai constaté que lorsqu'il passe à travers d'un match, ah ben il fait pas semblant, le mec, il passe vraiment à travers, il est vraiment en difficulté. Il suffit de voir son match entre l'équipe de France et la Croatie à Zagreb, où il est vraiment passé à côté de son match. Je me souviens qu'il a même été sorti en première mi-temps par le coach Deschamps. Alors, une autre équipe qui fait face à des départs et à des potentiels arrivées, il s'agit du champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain. La prolongation de Didier Donnarumma est en train de tourner à des au revoir, car le Paris Saint-Germain a officiellement, bon, ils n'ont pas officiellement, mais d'après les insiders du club, Lucas Chevalier, je parle sous ton contrôle, c'est déjà acté. La question est de savoir, est-ce que Donnarumma va rester au PSG avec la présence de Lucas Chevalier, ou alors c'est la porte vers un départ pour Donnarumma. Christian, on parlait récemment de l'ingratitude dans le football. Le Paris Saint-Germain a été champion d'Europe avec un excellent Didier Donnarumma lors des phases d'élimination directe. Et il a été performant jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que tu ne penses pas que le Paris Saint-Germain est en train de commettre une erreur? Je vais être un petit peu assez objectif. Oui, ça paraît assez ingrat de par la prestation qu'il a eu à faire. Mais il faut surtout se rappeler que c'est lors de la phase éliminatoire, 3 derniers mois, il était exceptionnel. N'oublions pas que Donnarumma, depuis qu'il est à Paris, il a fait beaucoup de bourdes. Donc, je ne remets pas en question ses qualités, mais pour moi, Lucas Chevalier, c'est un très bon gardien. Il a fait ses preuves. Après, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, c'est un autre défi. Il aura beaucoup de pression. Mais pour moi, il correspond beaucoup plus à la philosophie de Luis Enrique et contrairement à Donnarumma, qui n'a pas un bon jeu de pied, qui a fait parfois quelques fautes lourdes qui nous ont coûté pas mal de place en phase éliminatoire en Ligue des Champions durant les années précédentes. Donc, je ne pourrais pas me raccrocher à ces 3 derniers mois qui ont été exceptionnels de sa part pour dire que voilà, il mérite amplement d'avoir une très grosse revalorisation salariale comme il demande. C'est pas comme si Paris Saint-Germain ne lui avait pas proposé un nouveau contrat, mais il a estimé sans doute qu'après la performance qu'il avait eu à faire, il méritait un petit peu plus. Je crois aussi que Paris a une nouvelle politique, ne plus donner des salaires assez exorbitants à ses joueurs. Donc, je pense que c'est aussi ça qui a fait en sorte que ça ne puisse pas marcher par rapport à son renouvellement de contrat. Donc, pour moi, Lucas Chevalier est un très bon gardien. Donc, on dit Nakadi, et je ne peux que dire en tant que fan parisien, merci beaucoup pour tout ce qu'il a apporté, mais je suis pas trop déçu. Non, je suis pas trop déçu. D'accord. D'après les informations des insiders, apparemment, la rémunération des joueurs sur le plan salarial a changé. Il y a désormais un Voilà. salaire fixe avec des variables. Donnarumma, avant sa négociation de contrat, c'est mieux ainsi, il touchait 10 millions d'euros fixes. Mais apparemment, là, le PSG lui proposerait 7 millions d'euros fixes et 3 millions de variables, comme tous ceux qui ont prolongé. Parce que tous les joueurs du PSG qui ont renégocié leur contrat, désormais, ils ont un salaire fixe avec des variables en fonction de la performance. Or, Didio Donnarumma, lui, il souhaiterait avoir entre 12 et 13 millions d'euros.
Mais le PSG reste sur la valeur des 7 millions d'euros fixes et des 3 millions d'euros de variables, alors que jusqu'à présent, il était habitué à toucher ces 10 millions d'euros fixes. Donc, ça demande de discussion. Le moins que l'on puisse dire, c'est il y a plusieurs clubs qui sont très intéressés par son profil, à savoir Chelsea ou encore les deux Manchester. Perso, concernant son probable départ ou son potentiel départ, moi je me dis si ils prennent Lucas Chevalier, et d'après les dernières infos que j'ai, Lucas Chevalier va signer pour la bagatelle de 40 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que c'est une erreur. Parce que même lorsque Donnarumma faisait déjà des erreurs au Paris Saint-Germain, même avec ses erreurs, il était meilleur que Lucas Chevalier. Je veux bien que Lucas Chevalier soit un excellent gardien, qui a encore une très grande marge de progression par rapport à Donnarumma, mais on parle quand même d'un gardien qui est champion d'Europe avec son pays, champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain, et surtout qui la plupart du temps, qui a évolué sur ces derniers mois. Tous les gardiens commettent des bourdes, même Thibaut Courtois, quand il arrive au Real Madrid, les premières saisons n'ont pas été faciles. Il a commis des bourdes, mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont restés se baser sur le potentiel du joueur. Pour moi, entre Lucas Chevalier et Donnarumma, entre les deux, il n'y a pas match. Il n'y a vraiment pas match. Je ne suis pas sûr que Lucas Chevalier soit un gardien qui te permette de gagner un titre. Pourtant, pour Donnarumma, j'en suis sûr. Il a permis de le faire avec l'Italie. Il a permis de le faire avec le PSG. Donc, je préfère prioriser quelqu'un qui m'a rapporté des titres que prioriser quelqu'un qui a un excellent potentiel. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que Lucas Chevalier ne pourra pas dépasser Donnarumma. Je pense qu'il a une meilleure marge de progression. Une fois que j'ai dit ça, je conviens aussi que c'est compliqué vu que plusieurs joueurs ont déjà accepté ce style de rémunération, de faire plaisir à Voilà. Donnarumma par rapport à cela. Mais je reste sur le fait que pour moi, les deux, en particulier le PSG, pour moi, ils ont beaucoup plus intérêt à faire les efforts pour conserver Donnarumma. Je ne sais pas comment ils vont se passer. Pourquoi pas lui proposer 10 millions fixes et peut-être 2 millions de variables, je ne sais pas. Mais je pense que le PSG doit tout faire pour le conserver. Parce qu'il fait partie de ceux qui ont marqué le titre du PSG cette saison. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va aller du côté d'un joueur que tu as mentionné tout à l'heure. Il s'agit de Joao Félix, qui était considéré comme l'une des pépites du football mondial. Je tiens à préciser que lorsqu'il quitte Benfica pour rejoindre l'Atlético de Madrid, c'est pour la bagatelle somme de plus de 100 millions d'euros. Je crois que c'est dans les 120 ou 130 millions d'euros, si mes souvenirs sont exacts. Et là, alors qu'il était pressenti vers un retour au niveau de Benfica, finalement, il se redirige vers Al Nasser. Après avoir fait l'Atlético de Madrid, après que le Barça ait tenté de le sauver, par la suite Chelsea et le Milan AC, il se dirige donc à Al Nasser. Est-ce que d'ores et déjà on peut tirer une croix sur la carrière de Joao Félix? Joao Félix, c'est un jeune joueur. Je pense, si je ne me trompe pas, il n'a que 25 ans. Donc, il peut encore revenir Mais est-ce que tu peut-être à son penses meilleur qu'en niveau. allant, est-ce Mais que ça, tu penses, je te relance juste, est-ce que tu penses qu'en allant à Al Nasser, vu que c'est le niveau du championnat qui te permet de progresser, est-ce que tu penses qu'il pourra progresser de manière suffisante pour être un joueur intéressant plus tard? c'est pas, l'avenir le dira. La réalité, en tout cas, c'est que c'était un joueur visuellement qui était très surcoté, qui n'a pas réussi à s'imposer dans tous les grands clubs où il est passé. Même si j'estime quand même, quand je l'ai vu à Chelsea, qu'il avait une place à jouer. Mhm. Pour moi, il n'était pas si mauvais que ça à Chelsea, par exemple. Je l'ai pas trop vu du côté du Milan. À Barcelone, par exemple, je pense que Barça s'est plus servi de lui plus qu'autre chose, vu qu'il était sûr qu'il ne comptait pas lever son option d'achat, vu qu'ils ont quelques problèmes financiers. Mais pour moi, à Chelsea, il y a une place à prendre. Après, ils ont leur politique là-bas, donc c'était un petit peu assez compliqué, vu que même Jadon Sancho, il avait aussi fait une belle saison, une belle prestation, aussi sur le départ. Pourtant, Chelsea l'avait à peine recruté, donc euh, c'est assez compliqué. Mais je crois que il pourra avoir sa place dans n'importe quel grand club. Peut-être pas dans le top 5, mais quand même, il pourrait s'imposer encore. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup de confiance pour pouvoir montrer son plein talent. D'accord. Moi, je pense personnellement qu'en allant à Al Nasser,
il a déjà acté qu'il prépare sa future carrière. Et même s'il rebondit par la suite, je pense qu'il rebondira dans un club de seconde zone et non dans un club qui joue quelque chose pour la saison.